Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aussi regarder les replays sur le site de la chaîne D8. Voilà, je reprends ma lecture au chapitre 2. Là, là, murmura Jacquemin en se cramponnant au bras de Monsieur Ledru, d'une main et en montrant de l'autre l'ouverture de la cave. Ah, dit tout bas le docteur au commissaire de police avec ce sourire terrible des gens que rien n'impressionne. Parce qu'il ne croit à rien. Il paraît que Madame Jacquemin a suivi le précepte de Maître Adam. Et il fredonna. Si je meurs, que l'on m'enterre. Dans la cave où est... Silence, interrompit Jacquemin, le visage livide, les yeux hérissés et la sueur sur le front. Ne chantez pas ici. Frappé par l'expression de cette voix, le docteur se tut. Mais presque aussitôt, descendant les premières marches de l'escalier, « Qu'est-ce que cela » demande-t-il. Et s'étant baissé, il ramassa une épée à large lame. C'était l'épée à deux mains que Jacquemin, comme il l'avait dit, avait prise le 29 juillet 1830 au musée d'artillerie. La lame était teinte de sang. Le commissaire de police la prit des mains du docteur. « Reconnaissez-vous cette épée » dit-il au prisonnier. « Oui, » répondit Jacquemin. « Allez, allez, finissons-en. » C'était le premier jalon du meurtre que l'on venait de rencontrer. On pénétra dans la cave, chacun tenant le rang que nous avons déjà dit. Le docteur et le commissaire de police les premiers, puis Monsieur Ledru et Jacquemin, puis les deux personnes qui se trouvaient chez lui, puis les gendarmes, puis les privilégiés, au nombre desquels je me trouvais. Après avoir descendu la 7e marche, mon œil plongeait dans la cave et embrassait le terrible ensemble que je vais essayer de peindre. Le premier objet sur lequel s'arrêtaient les yeux était un cadavre sans tête, couché près d'un tonneau, dont le robinet ouvert à moitié continuait de laisser échapper un filet de vin, lequel, en coulant, formait une rigole qui allait se perdre sous le chantier. Le cadavre était à moitié tordu, comme si le torse retourné sur le dos eût commencé un mouvement d'agonie que les jambes n'avaient pas pu suivre. La robe était, d'un côté, retroussée jusqu'à la jarretière. On voyait que la victime avait été frappée au moment où, à genoux devant le tonneau, elle commençait à remplir une bouteille qui lui avait échappé des mains et qui était gisante à ses côtés. Tout le haut du corps nageait dans une mare de sang. Debout sur un sac de plâtre, adossé à la muraille, comme un buste sur sa colonne, on apercevait, ou plutôt on devinait une tête noyée dans ses cheveux. Une raie de sang rougissait le sac du haut jusqu'à la moitié. Le docteur et le commissaire de police avaient déjà fait le tour du cadavre et se trouvaient placés en face de l'escalier. Vers le milieu de la cave étaient les deux amis de Monsieur Ledru et quelques curieux qui s'étaient empressés de pénétrer jusque-là. Au bas de l'escalier était Jacquemin, qu'on n'avait pas pu faire aller plus loin que la dernière marche. Derrière Jacquemin, les deux gendarmes. Derrière les deux gendarmes, 5 ou 6 personnes au nombre desquels je me trouvais et qui se groupaient avec moi sur l'escalier. Tout cet intérieur lugubre était éclairé par la lueur tremblotante d'une chandelle, posée sur le tonneau, même d'où coulait le vin, et en face duquel gisait le cadavre de la femme Jacquemin. Une table, une chaise, dit le commissaire de police, et verbalisons. Chapitre 3. Le procès verbal. On passa au commissaire de police les 2 meubles demandés. Il assura sa table, s'assit devant, demanda la chandelle, que le docteur lui apporta en enjambant par-dessus le cadavre, tira de sa poche un encrier, des plumes, du papier et commença son procès verbal. Pendant qu'il écrivait le préambule, le docteur fit un mouvement de curiosité vers cette tête posée sur le sac de plâtre. Mais le commissaire l'arrêta. « Ne touchez à rien, dit-il. La régularité avant tout. »« C'est trop juste, dit le docteur. Et il reprit sa place.
Il y eut quelques minutes de silence pendant lesquelles on entendit seulement la plume du commissaire de police crier sur le papier raboteux du gouvernement et pendant lesquelles on voyait les lignes se succéder avec la rapidité d'une formule habituelle à l'écrivain. Au bout de quelques lignes, il leva la tête et regarda autour de lui. « Qui veut nous servir de témoin ?» demanda le commissaire de police en s'adressant au maire. « Mais, » dit M. Ledru, indiquant à ses deux amis debout qui formaient groupe avec le commissaire de police assis, ces deux messieurs d'abord. « Bien. » Il se retourna de mon côté. « Puis, monsieur, il ne lui est pas désagréable de voir figurer son nom dans un procès-verbal. »« Aucunement, monsieur, lui répondis-je. »« Alors que monsieur descende, dit le commissaire de police. J'éprouvais quelque répugnance à me rapprocher du cadavre. D'où que j'étais, certains détails, sans m'échapper tout à fait, m'apparaissaient moins hideux, perdus dans une demi-obscurité qui jetait sur leur horreur le voile de la poésie. « Est-ce bien nécessaire ?» demandai-je. « Quoi ? Que je descende ? Non, restez là si vous vous y trouvez bien. Je fais un signe de tête qui exprimait. Je désire rester où je suis. » Le commissaire de police se tourna vers lui des deux amis de M. Ledru, qui se trouvaient les plus près de lui. « Vos noms, prénoms, âge, qualité, profession et domicile ?» demanda-t-il avec volupté d'un homme habitué à faire ces sortes de questions. « Jean-Louis Aliette, » répondit celui auquel il s'adressait, dit « était là par anagramme, homme de lettres, demeurant rue de l'Ancienne Comédie, numéro 20. »« Vous oubliez de dire votre âge, » dit le commissaire de police. « Dois-je dire l'âge que j'ai ou l'âge que l'on me donne ? Dites-moi votre âge, parbleu. On n'a pas deux âges. C'est-à-dire, monsieur le commissaire, qu'il y a à certaines personnes, Cagliostro, le comte de Saint-Germain, le juif errant, par exemple. Voulez-vous dire que vous soyez Caligostro, le comte de Saint-Germain ou le juif errant ? Dit le commissaire en fronçant le sourcil à l'idée qu'on se moquait de lui. Non, mais 75 ans, dit monsieur Ledru. Mettez 75 ans, monsieur Cousin. Soit, dit le commissaire de police, et il mit 75 ans. Et vous, monsieur, continua-t-il en s'adressant au second ami de monsieur Ledru. Et il répéta exactement les mêmes questions qu'il avait faites au premier. Pierre-Joseph Moule, âgé de 61 ans, ecclésiastique, attaché à l'église de Saint-Sulpice, demeurant à rue Servandoni, numéro 11, répondit d'une voix douce celui qui l'interrogeait. Et vous, monsieur, demanda-t-il en s'adressant à moi. Alexandre Dumas, auteur dramatique, âgé de 27 ans, demeurant à Paris, rue de l'Université, numéro 21, répondis-je. Monsieur Ledru se retourna de mon côté et me fit un gracieux salut, auquel je répondis sur le même ton, du mieux que je pus. « Bien, fit le commissaire de police. Voyez si c'est bien cela, messieurs, et si vous avez quelques observations à faire. » Et de ce ton nasillard et monotone qui n'appartenait qu'aux fonctionnaires publics, il lut « Aujourd'hui, 1er septembre 1831, à 2 heures de relevé, ayant été averti par la rumeur publique qu'un crime de meurtre venait d'être commis dans la commune de Fontenay-aux-Roses sur la personne de Marie-Jeanne Ducoudray, par le nommé Pierre Jacquemin, son mari, et que le meurtrier s'était rendu au domicile de monsieur Jean-Pierre Ledru, maire de la dite commune de Fontenay-aux-Roses, pour se déclarer de son propre mouvement l'auteur de ce crime. Nous sommes empressés de nous rendre de notre personne au domicile du dit Jean-Pierre Ledru, rue de Diane, numéro 2, auquel domicile nous sommes arrivés en compagnie du sieur Sébastien Robert, docteur médecin, demeurant dans la dite commune de Fontenay-aux-Roses. Et là, avons trouvé déjà entre les mains de la gendarmerie le nommé Pierre Jacquemin, lequel a répété devant nous qu'il était l'auteur du meurtre de sa femme, sur quoi nous l'avons sommé de nous suivre dans la maison où le meurtre avait été commis, ce à quoi il s'est refusé d'abord, mais bientôt ayant cédé sur les instances de monsieur le maire, nous nous sommes acheminés vers l'impasse des Sergents, où est située la maison habitée par le sieur Pierre Jacquemin. Arrivés à cette maison, et la porte refermée sur nous pour nous empêcher la population de l'envahir, avons d'abord pénétré dans une première chambre,
où rien n'indiquait qu'un crime eût été commis. Puis, sur l'invitation du dit Jacquemin lui-même, de la première chambre avons passé dans la seconde, à l'angle de laquelle une trappe donnant accès à un escalier était ouverte. Cet escalier, nous ayant été indiqué comme conduisant à une cave où nous devions trouver le corps de la victime, nous nous mîmes à descendre le dit escalier, sur les premières marches duquel le docteur a trouvé une épée à poignée faite en croix, à lame large en tranchante, que le dit Jacquemin nous a avoué avoir été prise par lui lors de la Révolution de juillet au musée d'artillerie et lui avoir servi à la perpétration du crime. Et sur le sol de la cave, avons trouvé le corps de la femme Jacquemin, renversé sur le dos et nageant dans une mare de sang, ayant la tête séparée du tronc, laquelle tête avait été placée droite sur un sac de plâtre adossé à la muraille. Et le dit Jacquemin ayant reconnu que le cadavre et cette tête étaient bien ceux de sa femme, en présence de M. Jean-Pierre Ledru, maire de la commune de Fontenay-aux-Roses, de M. Sébastien Robert, docteur médecin demeurant au dit Fontenay-aux-Roses, de M. Jean-Louis Aliette, dit Étella, homme de lettres âgé de 75 ans, demeurant à Paris, rue de l'Ancienne Comédie, numéro 20, et de M. Pierre-Joseph Moule, âgé de 61 ans, ecclésiastique attaché à Saint-Sulpice, demeurant à Paris, auteur dramatique âgé de 27 ans, Alexandre Dumas, demeurant à Paris, rue de l'Université, numéro 21, avons procédé ainsi qu'il suit à l'interrogatoire de l'accusé. Est-ce cela, monsieur ? Demanda le commissaire de police en se retournant vers nous avec un air de satisfaction évidente. Parfaitement, monsieur, répondîmes nous tous d'une voix. Eh bien, interrogeons l'accusé. Alors, se retournant vers le prisonnier, qui pendant toute la lecture qui venait d'être faite, avait respiré bruyamment et comme un homme oppressé. « Accusé, dit-il, vos noms, prénoms, âge, domicile et profession. » « Sera-ce encore bien long tout cela ?» demanda le prisonnier, comme un homme à bout de force. « Répondez, vos noms et prénoms. Pierre Jacquemin, votre âge, 41 ans, votre domicile. Vous le connaissez bien, puisque vous y êtes. N'importe, la loi veut que vous répondiez à cette question. Impasse des sergents. Votre profession, carrier. Vous avouez l'auteur du crime? Oui. Dites-nous la cause qui vous l'a fait commettre et les circonstances dans lesquelles il a été commis. La cause qui l'a fait commettre, c'est inutile, dit Jacquemin. C'est un secret qui restera entre moi et celle qui est là. Cependant, il n'y a pas d'effort sans cause. La cause, je vous dis que vous ne la saurez pas. Quant aux circonstances, comme vous dites, vous voulez les connaître? Oui. Eh bien, je vais vous le dire. Quand on travaille sous terre comme nous travaillons, comme cela dans l'obscurité, et puis qu'on croit avoir un motif de chagrin, on se mange l'âme. Voyez-vous? Et alors, il vous vient de mauvaises idées. Oh, interrompit le commissaire de police, vous avouez donc la préméditation. Et puisque je vous dis que j'avoue tout, est-ce que ce n'est pas encore assez? Si fait. Dites. Eh bien, cette mauvaise idée qui m'était venue, c'était de tuer Jeanne. Ça me troubla l'esprit pendant plus d'un mois. Le cœur empêchait la tête. Enfin, un mot qu'un camarade me dit me décida. Quel mot? Oh, ça, c'est dans les choses qui ne vous regardent donc pas. Ce matin, je dis à Jeanne, je n'irai pas travailler aujourd'hui, je veux m'amuser comme si c'était fête. J'irai jouer aux boules avec des camarades. Aïe, soin que le dîner soit prêt à l'heure. Mais c'est bon, pas d'observation, le dîner pour 1 heure, tu entends? C'est bien, dit Jeanne. Et elle sortit pour aller chercher le pot-au-feu. Pendant ce temps-là, au lieu d'aller jouer aux boules, je pris l'épée que vous avez là. Je l'avais repassée moi-même sur un grès. Je descendis à la cave et je me cachai derrière les tonneaux en me disant « Il faudra bien qu'elle descende à la cave pour tirer du vin, alors nous verrons. » Le temps que je restais accroupi là, derrière la fusaille qui était toute droite, je n'en sais rien. J'avais la fièvre, mon cœur battait et je voyais tout rouge dans la nuit. Et puis, il y avait une voix qui répétait en moi et autour de moi ce mot que le camarade m'avait dit hier. « Mais enfin, quel est ce mot ?» insista le commissaire. « Inutile.
Je vous ai déjà dit que vous ne le saurez jamais. Enfin, j'entendis un frôlement de robe, un pas qui s'approchait. Je vis trembler une lumière, le bas de son corps qui descendait, et puis le haut, puis sa tête. On la voyait bien, sa tête. Elle tenait sa chandelle à la main. Ah, je dis, c'est bon. Et je répétais tout bas le mot que m'avait dit le camarade. Pendant ce temps-là, elle s'approchait. Parole d'honneur. On aurait dit qu'elle se doutait que ça tournait mal pour elle. Elle avait peur, elle regardait de tous les côtés. Mais j'étais bien cachée. Je ne bougerais pas. Alors, elle se mit à genoux devant le tonneau, approcha la bouteille et retourna le robinet. Moi, je me levai. Vous comprenez, elle était à genoux. Le bruit du vin qui tombait dans la bouteille l'empêchait d'entendre le bruit que je pouvais faire ailleurs. D'ailleurs, je n'en faisais pas. Elle était à genoux comme une coupable, comme une condamnée. Je levai l'épée et... Je ne sais même pas si elle poussa un cri. La tête roula. Dans ce moment-là, je ne voulais pas mourir. Je voulais me sauver. Je comptais faire un trou dans la cave et l'enterrer. Je sautai sur la tête, qui roulait pendant que le corps était de son côté. J'avais un sac de plâtre tout prêt pour cacher le sang. Je pris donc la tête, ou plutôt la tête me prit. Voyez. Et il montra sa main droite, dont une large morsure avait mutilé le pouce. Comment? La tête vous prit? Dit le docteur. Que diable dites-vous donc là? Je dis qu'elle m'a mordu à belles dents, comme vous voyez. Je dis qu'elle ne voulait pas me lâcher et que la poser sur le sac de plâtre, je l'appuyais contre le mur avec ma main gauche. Et j'essayais de lui arracher la droite. Mais au bout d'un instant, les dents se desserrèrent, toutes seules. Je retirai ma main. Alors, voyez-vous, la tête était vivante, les yeux étaient tout grands ouverts. Je les voyais bien, puisque les chandelles étaient sur le tonneau et puis les lèvres. Les lèvres remuaient, et en remuant les lèvres ont dit « misérable ». J'étais innocente. Je ne sais pas l'effet que cette déposition faisait sur les autres, mais quant à moi, je sais que l'eau me coulait sur le front. « Ah, c'est trop fort !» s'écria le docteur. « Les yeux t'ont regardé? Les lièvres t'ont parlé? » Écoutez, monsieur le docteur, comme vous êtes un médecin, vous ne croirez à rien. C'est naturel, mais moi je vous dis que j'ai la tête que vous voyez là, entendez-vous? Je vous dis que la tête qui m'a mordu, je vous dis que cette tête-là m'a dit « misérable, j'étais innocente ». Et la preuve qu'elle me l'a dit, eh bien, c'est que je voulais me sauver après l'avoir tuée. Jeanne, n'est-ce pas? Et qu'au lieu de me sauver, j'ai couru droit chez monsieur le maire pour me donner moi-même. Est-ce vrai, monsieur le maire? Est-ce vrai? Répondez. Oui, Jacquemin, répondit monsieur le Dru d'un ton de parfaite bonté. Oui, c'est vrai. Examinez la tête, docteur, dit le commissaire de police. Quand je serai parti, monsieur Robert, quand je serai parti, s'écria Jacquemin. N'as-tu pas peur qu'elle te parle encore, imbécile? Dit le docteur en prenant la lumière et s'approchant du sac de plâtre. Monsieur le Dru, au nom de Dieu, dit Jacquemin, dites-leur de me laisser aller, je vous en prie, je vous en supplie. Messieurs, dit le maire en faisant un geste qui arrêta le docteur, vous n'avez plus rien à tirer de ce malheureux. Permettez que je le fasse conduire en prison. Quand la loi a ordonné la confrontation, elle a supposé que l'accusé aurait la force de la soutenir. Mais le procès-verbal, dit le commissaire, il est à peu près fini. Il faut que l'accusé le signe. Il le signera dans sa prison. Oui, oui, s'écria Jacquemin, dans la prison, je signerai tout ce que vous voulez. C'est bien, fit le commissaire de police. Gendarme, emmenez cet homme, dit monsieur le Dru. Ah, merci, monsieur le Dru, merci, dit Jacquemin, avec l'expression d'une profonde reconnaissance. Et, prenant lui-même les deux gendarmes par le bras, il les entraîna vers le haut de l'escalier avec une force surhumaine. Cet homme parti, le drame était parti avec lui. Il ne restait plus dans la cave que deux choses hideuses à voir, un cadavre sans tête et une tête sans corps. Je me penchai à mon tour vers monsieur le Dru. « Monsieur, lui dis-je, m'est-il permis de me retirer tout en demeurant à votre disposition pour la signature du procès-verbal ?»« Oui, monsieur, mais à une condition. »« Laquelle? C'est que vous viendrez signer le procès-verbal chez moi. »« Avec le plus grand plaisir, monsieur, mais quand cela ?»«
Dans 1 heure à peu près, je vous montrerai ma maison, elle a appartenu à Scarron. Cela vous intéressera. Dans 1 heure, monsieur, je serai chez vous. Je saluai, je remontai l'escalier à mon tour. Arrivé au plus haut degré, je jetai un dernier coup d'œil dans la cave. Le docteur Robert, sa chandelle à la main, écartait les cheveux de la tête. C'était celle d'une femme encore belle, autant qu'on pouvait en juger, car les yeux étaient fermés, les lèvres contractées et livides. « Cet imbécile de Jacquemin, dit-il, soutenir qu'une tête coupée peut parler, à moins qu'il n'ait été inventé cela pour faire croire qu'il était fou. Ce ne serait pas si mal joué. Il y aurait circonstances atténuantes. » C'est ainsi que se termine le chapitre 3 de Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. J'espère que vous avez apprécié ma lecture et je vous retrouve tout de suite pour la suite du roman.